bonjour et bienvenue sur HTV, quelque part en Occitanie. Cette semaine, direction la visite d'une oliveraie et bien sûr la recette de Seb. Très bon visionnage. Laetitia, bonjour, merci de nous recevoir dans votre domaine, l'Olivier. Alors parlez-nous un peu de votre domaine, donc spécialisé dans l'olivier. Dans l'olivier, voilà. En fait, c'est une entreprise familiale. On travaille tous en famille. C'est le grand-père de mon mari, mon beau-frère, qui a planté les oliviers après le grand gel de 56. Il a planté les oliviers en 57, à partir de 57. Et après, les petits-fils qui ont repris l'exploitation et on travaille tous sur le domaine. Alors, vous faites plusieurs variétés. Je vois, il y a même des variétés récolte 2020. Oui, en fait, la récolte des olives noires se fait entre novembre, décembre et janvier. Du coup, c'est vrai qu'on a des récoltes, pour ça qu'on a début 2020. Combien vous avez d'oliviers, vous le savez? On a un peu plus de 10 000 oliviers étendus sur 32 hectares. Sur de variétés complètement différentes. Voilà, on a plusieurs variétés sur le domaine, oui. Alors, laquelle plaît le plus? La Luc, hein, le petit diamant vert, voilà. C'est la Luc vraiment typique de l'Hérault. Le réchauffement climatique, il a une influence sur l'olivier? Oui. On le voit depuis quelques années. On a quand même là, comme l'année dernière, au mois d'avril, on a eu 10 cm de grêle. Du coup, la floraison a été impactée, oui. D'accord, mais la chaleur de l'été, ça, il s'en fiche l'olivier. Il aime bien la chaleur, non? Oui, il aime bien la chaleur, mais après, c'est vrai qu'au niveau des calibres de l'olive, ils étaient beaucoup plus petits. Et cette année, elle se présente comment? Pour le moment, bien. Mais après, il ne faut pas que le réchauffement climatique ou après les aléas du climat nous fait impacter la récolte parce que après la floraison va commencer à partir du mois de mai. Du coup, il faut vraiment que ça se maintienne à partir du mois de mai, quoi. Voilà. Alors, dans votre boutique, on trouve de l'huile au détail, mais pas que, il y a tout un tas de choses. On a de l'huile, des olives, des purées d'olives, du vinaigre aussi que nous faisons. On a un chai à vinaigre et après on a un petit espace épicerie fine, voilà, avec du miel et voilà. De quoi se régaler, voilà, pour les gourmets. C'est ça. Et vous avez aussi des gîtes. Voilà, on a 3 lodges sur le domaine. On est ouvert du mois d'avril jusqu'à fin septembre, parce que c'est des lodges, c'est de l'insolite. Et voilà, avec jacuzzi privatisé, une piscine, un terrain de pétanque, plancha, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Alors, c'est quoi le secret d'une bonne taille d'olivier? Alors, le secret, il n'y a pas vraiment de secret, chaque arbre est différent, mais il y a des principes. Bon, il y a un vieux proverbe que mon grand-père a raconté, c'est « déshabille-moi pour que je te rhabille ». C'est-à-dire que l'olivier, si on n'y fait pas de taille, c'est sûr qu'il ne produit pas. Donc ça, c'est le premier principe. Et les principes de base, c'est de faire rentrer de la lumière, d'aérer les branches pour favoriser la production. Oui, c'est ce que ça fait un peu peur. On voit couper des grosses branches, on se dit, mais est-ce qu'il en coupe pas trop? Mais non, il y en a. En fait, il reste pas beaucoup de branches, mais elles sont très illuminées, quoi. Voilà, elles prennent bien la lumière et surtout, on évite de déséquilibrer l'arbre. C'est pas parce qu'on coupe une grosse branche qu'on va le déséquilibrer. C'est parce que derrière, on a gardé d'autres branches qui vont remplacer la vieille branche qu'on a éliminée. Alors, il faut faire la taille tous les ans. Il vaut mieux passer tous les ans, même si c'est un petit coup de sécateur, parce que comme c'est un arbre à pousser continu, bon à part le repos hivernal, mais un arbre comme vous voyez là qu'on est en train de tailler, par exemple, l'année prochaine vous revenez, vous voyez une boule de feuilles, parce qu'il se développe, parce qu'il pousse, et du coup il faut perpétuellement continuer à le tailler régulièrement chaque année. Donc les époques de taille, c'est au mois de mars, avril, mai, jusqu'à juin. Et la récolte? La récolte se situe donc en septembre.
septembre-octobre pour l'olive verte, la Luc notamment. Et ensuite, pour l'olive à huile, une fois qu'elles ont fini de maturer sur l'arbre, on va dire autour du 15 novembre. C'est la période favorable. Donc dans votre domaine, vous faites tout. Vous faites après aussi l'extraction? Alors oui, notre domaine, on a la particularité de tout transformer sur le domaine. On a notre moulin et on a aussi la confiserie où on fabrique les olives et les purées d'olives. Toutes les variétés ont le même traitement, les mêmes coupes. Quelle que soit la variété, c'est pareil. Alors pas tout à fait. On a des variétés qu'on va favoriser par exemple pour l'huile. Donc on va pouvoir laisser un peu plus monter l'arbre, avoir un peu plus de frondaison. La frondaison c'est la partie du feuillage pour avoir une grosse production. Par contre pour tout ce qui est olive de bouche, on va être un peu plus sévère. On va essayer de favoriser le calibre du fruit, la taille du fruit et non la quantité. Donc ça va être deux tailles un peu différentes, suivant les variétés. D'accord. Et donc vous avez une majorité de Luc ici? Non, on est répartis en gros, on va dire un tiers, entre Luc, Picholine, Verdal. On a aussi de la Caillon, de la Mélo, on a aussi un peu de Violette. Mon grand-père était un amoureux des oliviers. Il a fait, on va dire, une espèce de mémorial de l'olivier avec plein de variétés un peu de partout. Donc il y a des fois même des variétés que je ne connais pas. L'olivier, c'est quand même un arbre robuste. Ce qui craint le plus, c'est le gel, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, pour lui, le gel, alors il ne craint pas la sécheresse, c'est un arbre du Midi, mais alors le gel, il le craint fortement. En 2012, par exemple, on est arrivé ici, c'était en février 2012, à geler avec un moins 18, où on a dû repartir de zéro. C'est-à-dire que toutes les branches avaient cramé. Il n'y avait plus une feuille et on a dû prendre la tronçonneuse et couper toute l'oliveraie, ça faisait mal au cœur d'ailleurs, toute l'oliveraie à près 1 mètre du sol, 1,20 m et repartir sur de nouvelles branches. Mais ils sont repartis quand même, ils sont magnifiques là. Oui, là ils sont bien repartis, ils sont de toute beauté, heureusement, sinon ça serait... Oui, parce que ça c'est des arbres qui ont été plantés il y a longtemps, non? Parce qu'on sait que l'olivier est très long. Oui, alors ça c'est des arbres qui ont été plantés en 1956 par mon grand-père après le grand froid de 56. Donc ça a été planté en 57-58 parce qu'il a fallu un bout de temps pour le planter. Mais oui, c'est juste après le froid de 56. Donc ils ont à peu près 70 ans. C'est un arbre robuste et donc avec le réchauffement climatique, lui il est content. Alors faut pas pousser le bouchon trop loin parce que la nature n'aime pas les gros changements non plus. Donc lui, il va s'adapter. Jusqu'à quel point, on ne sait pas. C'est sûr que dans le désert, ça n'a rien. L'olivier ne pousse pas quand même. Donc il ne faudrait pas que ça en vienne jusque-là. On serait bien triste sinon. Alors vos ateliers là que vous organisez ça tous les ans? Alors les ateliers de taille, on en organise chaque année. Donc il y a un peu de toutes les personnes qui sont invitées. Que ce soit du particulier jusqu'à la personne qui a quelques hectares ou 1 ou 2 hectares et jusqu'aux professionnels. Les professionnels en général sont formés, mais ils viennent, ils regardent et ça permet d'échanger, d'avoir des discussions parce que comme chaque personne a une approche de l'arbre différente, donc c'est bien de confronter les approches. Chez eux et puis font tout ce que vous leur avez dit parfaitement. Est-ce qu'ils peuvent vous amener leur récolte? Tout à fait, oui. On a donc le moulin où on accepte tout le monde, de la personne qui a 1 kilo jusqu'à la personne qui a plusieurs tonnes. On fait aussi des pressés à façon, c'est-à-dire que les gens amènent leurs olives et récupèrent leur propre huile. À partir de 250 kilos, c'est possible. Combien il faut de kilos d'olives pour faire 1 litre d'huile? Peut-être c'est peut-être pas tout le temps la même chose. Non, effectivement, suivant la saison, c'est-à-dire la période à laquelle on ramasse les olives et les variétés, ça peut varier du simple au double. On peut arriver, dans les meilleurs des cas, à 5 kg pour faire 1 litre d'huile, en gros. Et il y a beaucoup de variétés où il faut plutôt 10-12 kg pour faire 1 litre d'huile, voire des fois plus. D'accord, c'est pour ça que le prix de l'huile d'olive est un peu élevé. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'un olivier va produire en gros 3 litres d'huile. Un seul? Un seul va produire 3 litres d'huile. D'accord. Donc c'est pas énorme au final. Voilà. Très bien, mais écoutez, merci. On se sent beaucoup plus calé sur l'olivier. Merci beaucoup. Absolument indispensable. En plus, c'est très bien fait. C'est participatif, c'est ludique et on va bien s'amuser encore.
Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, une vidéo un peu spéciale, car comme tout le monde, je suis confiné et je vous propose de faire du pain maison cuit dans une cocotte, qui, l'avantage, vous n'aurez pas besoin de sortir de chez vous pour aller chercher du pain, et vous verrez, il faut très peu d'ingrédients et c'est vraiment très simple. Pour cette recette, il vous faut 600 g de farine, du sel, 450 ml d'eau et un cube de levure fraîche ou déshydratée. Pour commencer, dissoudre le cube de levure dans l'eau tiède. Tu veux m'aider à faire la recette? Mettre du sel dans un coin de votre farine. Le recouvrir et ajouter votre eau et levure. Et mélanger. Recouvrir la pâte d'un torchon et laisser une douzaine d'heures à température ambiante dans un coin de votre cuisine. 12 heures se sont écoulées. Regardez comme elle a bien levé. Alors, on va rabattre les bords. Prenez un torchon propre. Le fariner. Et y déposer la pâte. Ensuite, rabattre les côtés. Faire cette opération plusieurs fois. La retourner. Et l'envelopper dans votre torchon et laisser pousser une petite heure environ. Alors, j'ai allumé mon four à 240 degrés. J'ai enfourné ma cocotte en fonte vide. Et là, je vais vous montrer le pain. Voilà. Donc je vais aller chercher ma cocotte et on va enfourner. J'ai sorti ma cocotte du four. Je mets au fond un papier sulfurisé. Et je vais y déposer mon pain. Et c'est parti pour 22 minutes de cuisson avec le couvercle. Ensuite, après ces 22 minutes, j'enlèverai le couvercle et je laisse encore une fois 22 minutes. Et voilà, le pain est cuit. Et voilà le résultat. Et ben, il ne reste plus qu'à couper et à déguster. Après, je ne veux vraiment pas remplacer les boulangers. Ils travaillent vraiment beaucoup mieux que moi. Chacun son métier. Mais ça vous permet de faire du pain sans sortir de chez vous. Et vu le confinement, ça peut être vraiment quelque chose de très bien. Il ne vous reste plus qu'à déguster.